Chers auditeurs, bonsoir. Thibaut de Chassey au micro, assisté d'Elisabeth, pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Alors, nous allons aborder ce soir un thème qui peut sembler un peu commun, un peu banal. Il s'agit du communisme et de la révolution bolchevique, dont vous savez que nous commémorons, nous ne fêtons pas contrairement à d'autres, nous commémorons le 100e anniversaire, mais nous allons aborder ces questions sous un angle un petit peu original. Nous allons avoir une approche inhabituelle puisque nous allons nous pencher sur les origines occultes du communisme et de la révolution bolchevique. Et nous verrons d'ailleurs à un moment qu'elles sont non seulement occultes, mais même occultistes. Voilà. Et nous parlerons d'organisation, de personnalité, d'idées aussi, et donc et d'événements. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le studio, Alain Pascal, bien connu des auditeurs de cette émission. Alain Pascal, vous êtes spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs livres dans ce domaine, parus aux éditions des Cimes. Un en particulier qui s'intitule La trahison des initiés, qui est centré sur la franc-maçonnerie et donc qui va nous intéresser ce soir. Nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Frère Thierry, vous êtes le responsable du Cercle de l'Aréopage, qui organise une conférence hebdomadaire à Paris. Tous les lundis. Dans le 6e arrondissement, au 9 rue du Vieux-Colombier. Bon. Nous avons aussi Nicolas Tandler, bonsoir. Nicolas Tandler, vous êtes écrivain, vous avez notamment publié plusieurs biographies de personnalités qu'on va évoquer ce soir, notamment Marx, Trotsky, Lénine, voilà, et j'en oublie peut-être. Staline, Pol Pot aussi, voilà. Et puis nous aurons aussi avec nous, mais par téléphone cette fois, du fond de sa Bretagne, le professeur Jean-Claude Lozac-Meur, qui est professeur émérite à l'université de Rennes et qui est écrivain, qui a signé plusieurs livres sur les questions de l'ésotérisme maçonnique en particulier. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite annonce. Les actes du colloque qui s'est tenu à Paris en juin dernier pour le 300e anniversaire de la fondation officielle de la franc-maçonnerie moderne sont sortis. Voilà. Ce colloque a été une réussite. Je vous rappelle qu'il y avait parmi les intervenants Alain Pascal, justement, le professeur Lozac-Meur, Serge Abad-Gallardo et Karl van der Hecken, donc d'éminents chercheurs et pour certains d'entre eux d'anciens hauts gradés de la franc-maçonnerie. Donc c'était à Paris le 24 juin, 300 ans jour pour jour après la réunion fondatrice de la franc-maçonnerie moderne, en tout cas officiellement. C'était très intéressant, des interventions décapantes mais sérieuses. Voilà, pas de sensationnalisme plus ou moins farfelu. C'est très instructif. Alors on peut retrouver les différentes interventions dans cette publication qui coûte 8 €, c'est ça, aux éditions de l'Héritage, une soixantaine de pages. Vous pouvez les commander sur Internet, sur le site de la revue, donc l'Héritage, qui a organisé le colloque. C'est l'héritage.fr, l'héritage en un seul mot, sans apostrophe. On peut aussi les commander par courrier, donc pour le prix de 11 € port compris, à l'adresse l'Héritage, ASMA, boîte postale 80 308, 75 723, Paris CEDEX 15, voilà, ou encore dans les bonnes librairies, à la librairie française notamment. Dont la librairie française, oui. Amis de la Résistance, bonsoir. Bon. Et dont la librairie française, dont vous allez redonner l'adresse, qui est 5 rue Auguste Bartholdi, dans Paris 15e, métro duplex pour ceux qui voudraient s'y rendre. Alors nous redonnerons les références ce soir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, et puis je les mettrai aussi sur mon site internet, mais nous reverrons tout ça en fin d'émission. Voilà, donc ces actes, je vous les conseille. Ils sont intitulés « Le vrai visage de la franc-maçonnerie ». Voilà, c'était le nom de ce colloque. Je pense que vous ne le regretterez pas, c'est sérieux et c'est très instructif. Voilà, Elisabeth vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs.
Écoutez, je vous propose d'entrer dans le vif du thème de ce soir, le communisme et ses origines occultes. On aurait tort de penser, je le dis tout de suite, que c'est un sujet purement historique, et que le communisme fait partie du XXe siècle, l'un des pires siècles de l'histoire de l'humanité, un des plus sanglants, on va en reparler. Non, le communisme existe toujours. Il peut avoir muté dans certaines régions du monde, et ces idées peuvent se répandre sous d'autres noms, mais le communisme sévit toujours, même officiellement dans certains pays. Il y a encore de nombreux humains qui vivent sous la férule de régimes communistes. Le communisme est toujours célébré par certains médias en France. En France. Vous voyez, Nicolas Tandler, vous avez apporté l'humanité d'aujourd'hui qui entend remettre à l'honneur Lénine, voilà, à l'occasion du centenaire de la Révolution. Et tout ça avec l'argent du contribuable, évidemment, parce que l'humanité ne représente plus grand monde. Elle vit sous perfusion, comme d'autres médias, de gauche en particulier. D'ailleurs, à propos d'humanité, il y a toujours cette fameuse fête de l'humanité qui célèbre les idéaux du communisme, alors que le bilan est parfaitement monstrueux. Est-ce que l'on peut commencer, Thibaut de Chassey, par le bilan? Parce que nous n'allons pas simplement parler de philosophie ou même d'origine occulte. Mais il faut rappeler que le communisme sévit toujours. Sévit toujours, en France. En France aussi, et la dernière élection présidentielle nous a montré que les idées marxistes et le discours marxiste étaient toujours bien vivants, en la personne de Mélenchon, qu'il avait peut-être, hélas, de beaux jours devant lui, notamment dans une alliance avec certains milieux islamiques. On a vu que Mélenchon faisait des scores remarquables, impressionnants dans les banlieues plus ou moins islamisées. Alors, les communistes ont commis beaucoup de crimes dont nous allons en parler parce qu'il faut vraiment apprendre. Je veux dire apprendre, pas aux générations plus anciennes, mais aux jeunes, parce qu'on ne leur apprend pas à l'école. Mais la première chose à dire, c'est qu'il y a eu aussi, je vais commencer par ça, c'est des victimes en France. Parce qu'on l'oublie très souvent, c'est-à-dire des morts en France. Le premier acte, c'est le pacte germano-soviétique. Il faut pas oublier que les communistes ont été alliés d'Hitler et qu'il y a eu des sabordages dans les usines. Donc il y a déjà un certain nombre de Français, de soldats français qui sont morts avant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils n'avaient pas les armes pour se défendre. C'était dû aux communistes. Vous avez ensuite, pendant la guerre, des crimes qui ont été commis par les maquis communistes. Alors il y a des maquis, vous savez que la résistance communiste est tardive, puisqu'il y avait ce fameux pacte, mais les maquis ne sont pas attaqués simplement aux collaborateurs, ils se sont aussi attaqués à des civils. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de meurtres qui ont été commis, et les gens se faisaient assassiner, notamment dans les campagnes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la milice avait été créée à l'époque. Et puis, elle était désarmée d'ailleurs au début, et à force de voir certains de ses membres assassinés, elle a fini par s'armer. Et il y a le grand problème de l'épuration en France. Vous savez qu'il y a 100 000 morts lors de l'épuration en France. Et il y a à peu près 5000 procès qui sont intentés devant les tribunaux de l'épuration. Il y a à peu près un petit peu plus de 1000 condamnations à mort. Mais il y a 100 000 morts, dont 80 000 à peu près par les communistes. Et ce sont des règlements de compte qui s'attaquent à d'anciens collaborateurs, mais pas uniquement. Et ils ont assassiné des notables, ils ont assassiné même une bonne du curé, on a ça dans des campagnes, et ces 80 000 morts, on n'en parle jamais. Non. Les enfants ne savent pas, et le Parti communiste d'aujourd'hui n'a pas fait repentance pour les 80 000 morts qui ont été assassinés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sans procès. Les gens étaient emmenés, on les passait par les armes ou d'autres supplices. Je voudrais simplement donner une comparaison. Imaginez qu'un parti politique ait tué 80 000 Français. Mais on en parlerait tout le temps. Imaginez que ce parti politique, ce soit le Front National, je voudrais prendre juste cet exemple, mais on en parlerait du matin jusqu'au soir. Là, il y a 80 000 morts, et personne n'en parle. Et dernier mort en France, qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la guerre d'Algérie, les communistes ont été complices du FLN. Donc il y a aussi des soldats français qui ont été tués parce que le FLN était ou renseigné ou aidé financièrement par des gens qui étaient proches du Parti communiste. Et pendant la guerre d'Indochine aussi, et pendant la guerre d'Indochine, les communistes sabotaient le matériel militaire. Voilà.
Donc les grenades, par exemple, explosent entre les mains des soldats français. Il y a plus quand même de 100 000 Français et il n'y a pas évidemment. Alors c'est peu par rapport au reste. Alors je ne sais pas ce que vous aviez prévu. On peut donner des chiffres. J'avais prévu justement que vous nous donniez quelques chiffres. Écoutez, sur le bilan humain. Vous avez un bilan officiel qui sort notamment du fameux livre noir du communisme qui avait été fait par le professeur Courtois sous la direction du professeur Courtois. Et c'est vraiment minimal. Donc il donne 20 millions de morts pour l'URSS. C'est probablement à multiplier au moins par 2. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure lorsque vous chiffrerez peut-être les massacres dus à Lénine, parce que on accuse toujours Staline des massacres. Évidemment, oui, c'est une façon, on remet tout sur le dos de Staline, mais les autres y ont bien participé, parce que je crois de mémoire que Lénine avait fait assassiner plus de 7 millions de personnes, je crois, avant les années 20-22, c'est-à-dire avant que le parti communiste soit fondé. Et vous avez aussi un chiffre que je voudrais donner parce qu'il est intéressant. Ce sont les morts du goulag, parce qu'on ne parle jamais du goulag. Et entre 1941 et 1943, donc époque ô combien sensible, vous savez que les camps de concentration nazis ont été copiés sur le goulag. Le goulag est antérieur et ils servent de modèle aux camps de concentration nazis. Et vous avez 600 000 morts en 3 ans au goulag. On n'en parle jamais. Si on va sur la Chine, c'est 65 millions de morts officiels. 65 millions. Vous vous rendez compte, c'est la population actuelle de la France. C'est monstrueux. Et à la télévision, vous allez entendre des chanteurs ou des journalistes qui sont toujours maoïstes. Donc Mao est toujours une idole alors qu'il est responsable de 65 millions de morts. Pour vous dire aussi les critères qui étaient... Alors ça fait déjà 85 millions officiels, 85 millions reconnus. Et on est très loin du compte, uniquement pour l'URSS et la Chine, parce qu'il y en a d'autres que je vais donner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en URSS notamment, l'un des premiers buts était d'éliminer une classe sociale, c'est-à-dire les bourgeois. Et j'ai ici les consignes d'un des chefs de la Tchéka qui disait « Nous exterminons la bourgeoisie comme classe, ne cherchez pas dans l'enquête des documents ou des preuves sur ce que l'accusé a fait. La première question que vous devez lui poser, c'est à quelle classe il appartient, son nom, son origine, sa profession. » C'est donc vis-à-vis du droit international, un génocide, parce que c'est en fonction de qui vous êtes qu'on vous assassine. Autre exemple de génocide, on n'emploie jamais le mot, mais il faut l'employer, le génocide des Cosaques par Lénine. Lénine fait assassiner, extermine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les Cosaques, parce qu'ils sont Cosaques. Et là, il y a peut-être 6 millions de morts. Donc, si vous voulez, 6 millions, c'est un chiffre considérable. Et à tous ces crimes qui sont commis, je voudrais simplement citer aussi ce que je vais appeler les petits génocides, si l'on me pardonne cette expression, petits par rapport aux autres qui sont si monstrueux. Au Vietnam, 1 million de victimes. En Corée du Nord, 2 millions. Ça, c'est en cours, parce que c'est effectivement toujours un dirigeant communiste qui est à la tête de la Corée du Nord. Au Cambodge, 2 millions. En Afrique, 2 millions. En Afghanistan, 1,5 million. Et en Europe de l'Est, les chiffres officiels font état de 1 million de morts et, à mon avis, c'est totalement insuffisant parce qu'on n'a pas sorti toutes les archives. Donc, il y a un certain nombre de documents qui ont été détruits, mais c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, ça fait au moins officiellement 100 millions de morts. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on n'en parle jamais. Ça n'est pas un détail de l'histoire, 100 millions de morts. C'est scandaleux, c'est une monstruosité. Si vous vous rendez compte de l'amoncellement des cadavres que ça peut représenter, car la plupart de ces victimes n'ont pas eu le droit à une sépulture, ni à un jugement, mais alors à un procès de Moscou. Et pour beaucoup, ont été mis à mort dans des conditions de cruauté extrême. Absolument. Donc voilà, je voulais d'abord commencer cette émission, je l'ai fait depuis plusieurs années, je l'avais déjà fait avec Beckett il y a 20 ans, rappeler que les communistes ont exterminé des populations entières, que ce sont des assassins, et qu'ils sont présents, ils ont droit de parole, ils sont à la télévision, et il y a toujours des chanteurs, des acteurs. Il y a pas mal d'années, tous les chanteurs étaient au Parti communiste. Maintenant, ils ne le sont plus ouvertement, mais ils sont gauchistes. C'est un maquillage nouveau qui a été donné, mais c'est le même principe.
Nous parlons d'assassins dont le procès n'a jamais été fait. Et ce procès doit avoir lieu un jour, je ne sais pas quand, et justement c'est parce qu'il y a une histoire occulte, c'est parce qu'il y a trop de complicité qu'il n'y a pas ce procès. C'est parce que la gauche domine en France depuis des décennies, culturellement en tout cas, et médiatiquement. Même si elle est très minoritaire, elle nous domine, et c'est pour ça qu'on peut encore se proclamer communiste sans honte en France de nos jours, après ce bilan accablant, monstrueux. Il y a beaucoup de complices. Et on a entendu un Premier ministre socialiste, M. Jospin, parce qu'on peut quand même lui accorder sa citation, de dire que le bilan du communisme était globalement positif. Donc les premiers... Donc oui, c'est positif, il y a plus de 100 millions de morts. Alors je pense que quand on aura fait quand on aura le droit de vraiment chiffrer, on atteindra probablement 140 ou 150 millions. Et les socialistes sont les premiers coupables. Parce qu'il ne faut pas oublier que le communisme est un socialisme. C'est une forme de socialisme, différente, mais c'est une forme de socialiste. Et il ne faut pas oublier que les communistes ont participé. Donc moi, je voudrais dénoncer tous ceux qui sont complices ou qui ont été dans l'histoire complices des communistes. Le Front populaire, en 1936, les communistes sont au pouvoir. À l'époque, je ne sais pas combien de millions de morts sont déjà recensés en URSS. Le général de Gaulle, qui gouverne avec les communistes à la Libération. Et évidemment, la gauche avec François Mitterrand en 1981. Donc, tous les gens qui ont permis que les communistes participent à des gouvernements ou ont gouverné avec des communistes, surtout après-guerre, surtout en sachant déjà le nombre de millions de morts que l'on pouvait compter, ces gens-là sont complices de crimes contre l'humanité. J'espère qu'un jour, ils seront traînés devant un tribunal international. C'est un vœu pieux pour l'instant, mais je pense qu'il faut vraiment qu'un jour justice soit faite. Bon. Je voulais commencer par ça parce que faut jamais oublier cet aspect-là. Évidemment, ce sont les gens, on venait vous chercher à 6h du matin et on vous exécutait, ou les vôtres, s'il y a des enfants qui écoutent, leurs parents, alors les parents souvent on en a un peu assez, mais quand on vous enlève vos parents et qu'on ne les revoit jamais, on se retrouve enfant sans personne. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Méthode encore plus perverse où les enfants étaient poussés à dénoncer leurs parents. Bien sûr, la délation. Bien sûr. Et autres crimes, c'est-à-dire les gens expulsés de chez eux, les brimades, évidemment. Sans fin. Moi, je n'ai parlé là que des gens qui avaient été tués par les communistes. C'est déjà considérable. Évidemment. Donc c'est un bon préambule parce que nous allons parler ce soir surtout d'idées. Mais ce sont les idées qui mènent le monde. Et il faut donc garder en tête que les idées dont nous parlons ont une des conséquences concrètes et pas des moindres. Voilà, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez intervenir par vos messages, si vous écoutez l'émission en direct du moins, c'est-à-dire le jeudi 26 octobre. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Nous allons entrer en contact avec le professeur Lozachmer et nous allons maintenant nous pencher un peu sur les origines occultes, proprement dites, non seulement occultes mais aussi occultistes, du communisme et de la révolution bolchevique. Messieurs, munissez-vous de vos casques. Il y a un livre extrêmement intéressant et qui était tombé un petit peu dans l'oubli, qui vient d'être réédité, grâce notamment au professeur Lozachmer. Jean-Claude Lozachmer, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je vous salue, je vous remercie de d'accueillir mon témoignage et de me permettre de dire tout le bien que je pense de ce livre qui avait été injustement oublié. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Alors je donne sans plus tarder le titre de l'ouvrage en question. Il s'agit du communisme dans l'histoire et les systèmes socialistes d'à présent. Voilà, nous allons le présenter sous sa forme abrégée, ce titre, Le communisme dans l'histoire, que nous devons donc à l'abbé Auguste Onclair, qui l'a publié en 1895. Donc c'est un livre qui remonte, mais on va voir qu'il avait vraiment compris énormément de choses à cette époque sur le communisme et qu'il avait aussi une analyse, hélas, visionnaire de ce phénomène et de ses conséquences possibles. Alors,
cet ouvrage est réédité, enfin, c'est aux éditions des Cimes, et il est donc enrichi d'une préface de votre part, Jean-Claude Lozachmer. Oui, c'est ça, oui. Et d'une postface assez importante sur les aspects occultistes, proprement dit, du communisme. Et voilà. puis, il y a enfin une annexe de Serge Chapiguin, qui a une approche plus philosophique. Son annexe s'intitule Le communisme, une doctrine de mort. Alors, professeur Lozachmer, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce livre, cet ouvrage, et nous dire ce qui vous a motivé, poussé à promouvoir sa réédition? Oui, eh bien, ce livre m'avait été conseillé par un ami. Et il m'a enthousiasmé. Et je peux vous dire que j'ai lu des milliers de livres et que ça m'arrive rarement. Il m'a véritablement enthousiasmé, et cela pour 3 raisons. J'en lirai d'ailleurs quelques extraits pour donner envie aux auditeurs de se le procurer. Mais oui. La première raison, ce qui m'a frappé en premier lieu, ça a été la clairvoyance prodigieuse de l'auteur, qui, en 1895, soit 22 ans avant la Révolution d'octobre, annonçait dans ses grandes lignes le déroulement des événements qui se préparaient et qui allait plus loin. Il prédisait l'échec final du communisme. Je le cite. « Nous avons décrit, rappelait-il en conclusion, les principales formes sous lesquelles le communisme s'est présenté au monde depuis les temps les plus anciens. Et l'histoire nous a appris que toutes, l'une après l'autre, ont disparu, qu'elles aient été dédaignées ou combattues par la société, ou qu'elles soient d'elles-mêmes tombées en dissolution. Ce fait qui s'est renouvelé tant de fois et toujours avec le même insuccès nous dit 2 choses. La première, que le communisme considéré en lui-même n'est pas en harmonie avec la nature de l'homme, car ce qui est naturel se traduit dans la nature. La seconde, que par conséquent, les différentes formes qu'il a prises se sont dissipées parce qu'elles étaient fondées sur le faux. Voilà les 2 raisons qui ont empêché le communisme de demeurer sur pied. Il est impossible de lutter victorieusement contre la nature. Et d'ajouter, la nouvelle forme qui lève la tête de la Société internationale des travailleurs, c'est-à-dire la deuxième internationale créée en 1889, donc la nouvelle forme qui lève la tête de la Société internationale des travailleurs réussira-t-elle? Sans doute, elle réussira très probablement à faire couler à flot le sang humain, à rendre les villes et les campagnes désertes. Elle réussira à mettre dans une ébullition désordonnée une grande partie du monde. Mais quant à l'introduire dans la société humaine, à s'y établir pour y avoir une longue durée, elle n'y réussira pas. L'induction tirée des formes précédentes l'affirme. Elle est contre nature, fondée sur le faux, donc elle tombera. Avouez que c'est tout à fait remarquable. Oui, tout à fait, oui. Alors, la deuxième raison qui m'amène à recommander cet ouvrage, c'est le style de l'auteur. Alors, contrairement à certains savants, parce que c'est un savant, c'est un érudit, contrairement à certains savants qui, lorsqu'ils se mêlent de vulgarisation, ont le don de rendre ennuyeux les sujets les plus passionnants, je ne donnerai pas de nom, lui a su se rendre accessible à tous, même aux lecteurs, les plus nombreux à l'époque, rappelons-nous, même aux lecteurs n'ayant bénéficié que d'une instruction primaire. Et la troisième raison qui fait que ce livre, selon moi, mérite de figurer dans toutes les bibliothèques concerne le fond. Il est exhaustif. Il étudie le communisme dans l'histoire sur le plan théorique et sur le plan pratique, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque de l'auteur, c'est-à-dire 1895. Alors vous me permettrez de donner ici encore quelques extraits et de résumer certains chapitres. En ce qui concerne l'Antiquité, par exemple, il décrit la forme sociale du communisme en Crète et à Sparte. Oui, c'est très intéressant. Ah oui, en Crète et à Sparte, on découvre des régimes impitoyables
ont été d'ailleurs imités à l'époque moderne dans les démocraties populaires, mais aussi par le national-socialisme et le fascisme. Alors l'éducation était guerrière pour la race des seigneurs, c'est le terme utilisé. Et un chant conservé par le poète Athénée disait ceci: « Ma lance est ma grande richesse, mon épée et mon solide bouclier sont mes fidèles gardiens. Avec ces armes, je travaille, je suis le maître de mes esclaves. » Car, effectivement, seuls travaillaient les esclaves de la campagne, les périèques. Alors, avec de telles pratiques, les travailleurs, malgré les châtiments, ont sans doute travaillé le moins possible. Et le sol, pourtant fertile, donnait une nourriture insuffisante. À Sparte, le régime était encore plus impitoyable qu'en Crète. Donc les magistrats avaient droit de vie et de mort sur les citoyens. Les enfants appartenaient à l'État. Et à chaque naissance, un magistrat examinait le nouveau-né. S'il était bien constitué, il était sauvé. Sinon, on le jetait parmi les rochers du Tégète, c'est une montagne du Péloponnèse où il allait se fracasser. Une éducation commune était donnée aux garçons et aux filles. Voilà, on avait là une véritable libération de la femme, n'est-ce pas? Et ça résonne avec l'actualité, malheureusement. Oh là, tout à fait. Et entièrement dirigé, alors ici, ça fait penser au national-socialisme en particulier, et au fascisme, mais aussi à ce qu'on a vu en Chine et ailleurs. Donc une éducation commune était donnée aux garçons et aux filles et entièrement dirigée vers un but guerrier. La nourriture, la même pour tous. Les occupations, les divertissements, tous les mêmes. Et chaque famille, enfin si on peut appeler ça des familles, avait une portion de terre qu'elle ne pouvait vendre. Alors, le char, la bête, l'esclave étaient des objets communs. La femme aussi d'ailleurs. Une foule d'esclaves travaillait pour cette aristocratie communiste. S'ils devenaient trop nombreux, les pauvres esclaves, on exécutait des chasses pour les abattre comme des fauves. Tel était le communisme de Sparte, tant exalté par la Révolution française. Mais comme vous le sous-entendiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, nos démocraties soi-disant éclairées n'en sont pas aussi éloignées qu'on le croit. Avec l'eugénisme, l'euthanasie, la suppression de la famille, la prétendue libération de la femme. Et on l'oublie généralement, parce que ce détail on le retrouvera plus tard dans d'autres modèles communistes, le développement des sciences et des techniques qui constituent un des objectifs fondamentaux de la révolution dont on ne parle jamais. Mais je ne veux pas déflorer le sujet. Si je raconte tout, peut-être que nos braves amis ne voudront pas acheter le livre. Alors, sans oublier, professeur Lozacmer, sans oublier aussi la confusion des genres, l'abolition de la différence homme-femme dès le plus jeune âge. Ah oui, toujours d'actualité. Bien sûr. Oui, parce que à Sparte, l'homosexualité était favorisée. Et puis l'éducation commune aux petits garçons et aux petites filles. Voilà. Alors, je survole, mais c'est tellement passionnant, excusez-moi. Mais continuez. Et je me passionne. Oui. Lorsqu'il arrive à l'époque de la Renaissance, parce qu'il a parlé du Moyen-Âge, l'abbé Anclerc s'attarde avec raison sur des exemples théoriques du communisme qui devaient avoir par la suite une grande influence sur l'histoire. Deux exemples parmi d'autres, mais les plus importants. Il y a l'Utopie de Thomas More, 1516, écrite à une époque où le futur martyr semblait avoir perdu la foi catholique. Et plus intéressante encore, La Cité du Soleil, 1613, du moine hérétique et kabbaliste Campanella. Kabbaliste, j'insiste sur le fait parce que on verra qu'il y a un lien étroit et mystérieux entre la Kabbale et le communisme. Nous retrouvons dans ces conceptions des éléments qui seront repris plus tard par les régimes totalitaires du XXe siècle d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pour conclure ma présentation, j'attire l'attention des futurs lecteurs, j'espère,
sur des chapitres consacrés au XVIIIe et XIXe siècle. Il est vrai que je ne suis pas historien, je suis philologue, c'est tout autre chose. Mais je croyais connaître l'histoire et il y a bien des choses que j'ignorais ou que j'avais oubliées. Grâce à l'abbé Onquet, j'ai découvert l'importance de la composante communiste dans la Révolution française. Par exemple, que Saint-Just préconisait pour tous les citoyens le statut de personne publique, entretenue et logée par l'État. Je pense un peu aux dalles, là, n'est-ce pas? Mais je fais du mauvais esprit. Brissot de Warville défendait l'idée, reprise par Proudhon plus tard, que la propriété, je cite, c'est le vol. Sous Robespierre, on abolit le droit de faire un testament. Et dans un projet de nouvelle déclaration des droits de l'homme, il voulait ramener la propriété en tant que concept simplement à ceci, à la portion des biens garantie par la loi. Autrement dit, c'est la loi qui décide de votre propriété. Saint-Just, je reviens à lui, son disciple, prônait le communisme intégral. Il déclarait que les enfants, dès 5 ans, étaient la propriété de l'État. Et on ignore généralement que la France, à cette époque, échappa en 1796 à une révolution communiste préparée par un certain Gracchus Babeuf. Il avait créé une société secrète, la Société des Égaux, qui compta 30 000 membres. Il préconisait la collectivisation des terres. Le complot fut éventé et le directoire prit peur. Bonaparte fut chargé de régler l'affaire. On devine comment. Le manifeste du mouvement, qui s'intitulait le manifeste des égaux, conçu, semble-t-il, par Sylvain Maréchal, en dit long sur ce qui attendait notre pays. J'en lis quelques extraits. Nous voulons l'égalité ou la mort, le travail commun et égal. Il disait ceci, qui fait froid dans le dos. La Révolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre révolution. Nous consentons en faire table rase. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Oui. L'international. Et ceci, périssent s'il le faut tous les arts, pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle. Nous voulons une seule éducation, une seule nourriture. Et ceci, lourde menace. Tous les opposants seront exterminés. Bon, inutile de dire que l'abbé Onclair connaissait parfaitement le dossier, tout comme il avait lu les œuvres des théoriciens communistes du XIXe siècle. Hegel, Marx, enfin je dis Hegel parce que vous savez que Marx lui a beaucoup emprunté, Blanqui, Bakounine, Proudhon, Louis Blanc, Fourier, Saint-Simon, Lassalle, Owen. Proudhon en particulier, dont il résume la doctrine d'une manière frappante. Pour lui, il s'agit d'une triple haine. Contre le droit de propriété, contre Dieu, contre l'autorité. Et ce brave Proudhon, lorsqu'il parle de Dieu, ne s'exprime pas en athée, il faut le savoir. Oui. Il le dit, je suis antithéiste. Il est antithéiste. Donc, il s'attaque à Dieu en tant qu'être existant, à l'existence duquel donc il croit. Je vais essayer de vous trouver une citation. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Claude Lozachmer, parce que le communisme est présenté, avec la formulation la plus simple possible, comme une doctrine philosophique athée, oui, qui a été élaborée par Marx et Engels. Mais d'une part, c'est un peu réducteur, et puis on va découvrir que tous n'étaient pas si athés que cela. Ils professaient un athéisme public. Oui. Voilà, et donc vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Je voudrais conclure
là-dessus parce que je ne veux pas monopoliser l'antenne. Donc, le travail tout à fait remarquable de l'abbé Onclair présente tout de même une lacune à laquelle j'ai remédié grâce à vous, mon éditeur, n'est-ce pas, par ma postface. En effet, dans les chapitres traitant des XVIIIe et XIXe siècles, l'abbé Onclair ne s'est pas avisé que la plupart des figures de proue du socialisme d'alors appartenaient à la franc-maçonnerie. Preuve qu'il existe un lien mystérieux entre l'idée collectivisme, qui est collectiviste, et l'occultisme. Alors c'est ce que démontre à l'évidence le dictionnaire de la franc-maçonnerie publié par le maçon Daniel Ligou aux presses universitaires de France. Alors je cite quelques noms de théoriciens du communisme d'avant Marx. Claude Adrien Helvétius, mort en 1771, qu'il ne faut pas confondre, précise le dictionnaire, avec son arrière-grand-père, Johann Friedrich Schweitzer, dit Helvétius, médecin du prince d'Orange et alchimiste, né en 1625. Helvétius défendait le communisme. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, mort en 1825, avait appartenu, dit le dictionnaire, en 1786 à la loge olympique de la Parfaite Estime Orient de Paris et à la Société olympique. Pierre Leroux, mort en 1871, fut initié, dit le dictionnaire, à la loge des artistes réunis, Orient de Grâce, en 1848. Pierre-Joseph Proudhon, dont je parlais tout à l'heure, mort en 1865, fut initié, dit le dictionnaire, après avoir longtemps hésité, à la loge Spucard de Besançon, le 8 janvier 1847. Louis Blanc, mort en 1882, membre du gouvernement provisoire de 1848, inventeur des ateliers nationaux, fut un incontestable maçon, dit le dictionnaire, dont il est établi qu'il fut initié en exil à la loge des sectateurs de Ménès, Orient de Londres, avant 1854. Et je termine par les plus beaux. Michel Bakounine, mort en 1876, prince russe dont le père, franc-maçon, se flattait d'avoir assisté à la prise de la Bastille, fut reçu maçon en 1848 en France. Il s'affilia à la loge Il Progresso Sociale, Orient de Florence, dont les archives le présentent comme un initié du 32e degré. Et le texte, les informations sont très intéressantes. On nous dit qu'il est l'auteur d'un catéchisme de la franc-maçonnerie moderne et d'ouvrages anti-religieux, on s'en serait légèrement douté. Hein. Et il dit en particulier ceci, lorsqu'il parle de Dieu, dans Dieu et l'État, une de ses œuvres peu connues, Satan, je cite, est le premier libre penseur et sauveur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. Proudhon, sur ce point, est en accord avec Bakounine. Je le cite dans ses systèmes des contradictions économiques. Il a osé dire ceci: Dieu, c'est sottise et lâcheté. Dieu, c'est hypocrisie et mensonge. Dieu, c'est tyrannie et misère. Dieu, c'est le mal. Tant que l'humanité s'inclinera devant un autel, l'humanité esclave des rois et des prêtres sera réprouvée. Tant qu'un homme, au nom de Dieu, recevra le serment d'un autre homme, la société sera fondée sur le parjure. La paix et l'amour seront bannis d'entre les hommes. Dieu, retire-toi, car dès aujourd'hui, guéri de la crainte et devenu sage, je jure la main étendue vers le ciel que tu n'es qu'un bourreau de ma raison. S'il est un être qui, avant nous, ait mérité l'enfer, il faut bien que je le nomme, c'est Dieu. C'est une jolie petite anthologie, n'est-ce pas? Ça a le mérite de la clarté. Ah oui, ça a le mérite de la clarté. Professeur, pardon de vous couper, mais on s'aperçoit que les ennemis de Dieu sont devenus des ennemis des êtres humains. Voilà, très juste, très
très juste. Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui, sur tout à l'heure, vous avez parlé de Campanella, effectivement, qui fait la révolution contre l'Espagne et qui est incarcéré. Et quand il est en prison, il est en relation avec l'Allemagne et avec les Rose-Croix d'Allemagne, avec Valentin Andrea, qui est le fondateur des sectes de Rose-Croix. Voilà. J'insiste parce que les Rose-Croix, ouvertement dans leur légende, revendiquent la lumière de Lucifer, et que ce sont les Rose-Croix qui sont à l'origine de la mutation de la franc-maçonnerie dite opérative en spéculative. Voilà. Ce que nous avons rappelé dans le colloque du 24 juin dont vous parliez tout à l'heure, oui, avec évidemment des preuves et des citations. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la création de la franc-maçonnerie spéculative. Absolument. Donc il y a vraiment une filiation entre les Rose-Croix qui croyaient en Lucifer, qui tenaient leur lumière de Lucifer, et la franc-maçonnerie. Et juste d'un mot, parce que vous parliez des francs-maçons, mais effectivement, quand le Parti communiste en France est fondé en 1922 au fameux congrès de Tours, il est fondé par un certain nombre de francs-maçons. J'en vais en citer 4 parce que j'en donne d'autres dans mon livre La trahison des initiés, mais 4 qui sont les plus connus. C'est Cohen, Cachin, qui a un rôle très important, Torres et Marty. Donc si vous voulez, il y a des francs-maçons lors de la fondation du Parti communiste en France en 1922. Mais au même moment, pour des raisons qui n'ont pas été tout à fait éclaircies, peut-être il y a rupture, vous le savez, puisque... Oui, alors il y a une rupture après, mais cette rupture, en fait, elle est le fait des communistes qui se plaignaient qu'il y ait trop de francs-maçons dans les dirigeants du parti. Voilà. Et il est évident qu'ils se méfiaient de ces gens-là qui étaient organisés et qui risquaient de n'être pas dociles. Mais alors le plus étonnant, c'est que l'abbé Anclair, s'il a bien signalé les emprunts de Marx à Hegel, il ne s'est pas attardé sur le plus important qui est la dialectique. Alors je voudrais terminer là-dessus parce que Marx, comme vous le savez, considère que la dialectique est la seule chose de la philosophie de Hegel qui mérite d'être conservée. Redéfinissez, s'il vous plaît, la dialectique pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, c'est le fait de considérer que tout existe par opposition. On part d'une thèse, la thèse engendre l'antithèse, et les deux aboutissent à la synthèse. Et ils appliquent ça à tout. Oui. À tout. Et Engels définit la dialectique comme la science des lois générales du mouvement et de l'évolution de la nature, je le cite, de la société et de la pensée. Et Lénine allait plus loin, la dialectique au sens propre du mot est l'étude des contradictions dans l'essence même des choses. Alors là, il y a quelque chose de très 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 intéressant. Parce que l'abbé Anclair ne s'est pas penché sur les sources de la pensée de Hegel. Et donc, en dernière analyse de la pensée de Marx. Et on le comprend d'ailleurs, elles étaient à l'époque mal connues. Mais depuis peu, des éléments nouveaux, extrêmement importants, ont été découverts. Dans un ouvrage consacré aux sources de la philosophie de Hegel, Alexandre Glyn Magee, cet ouvrage s'intitule, pour ceux qui lisent l'anglais, Hegel and the Hermetic Tradition, Hegel et la tradition hermétique, publié à Londres en 2001. Donc Alexander Glyn, G-L-E-2-N, Magee, M-A-G-2-E, dans Hegel and the Hermetic Tradition, montre que le système de Hegel recoupe pour l'essentiel les conceptions de l'occultisme. Alors, je vous lis quelques lignes, mais elles sont convaincantes. Je traduis. J'ai montré que Hegel était intéressé et influencé par des courants de pensée associés à la plupart des penseurs hermétistes, sinon à tous. Par exemple, accrochez vos ceintures. L'alchimie,
la Kabbale, l'hypnose, la perception extrasensorielle, le spiritisme, la rhabdomancie. La rhabdomancie, c'est la méthode de calcul à partir de baguettes. L'eschatologie, les doctrines. Moi, j'ai le texte sous les yeux. Les doctrines de Lulle, de Paracelse, de Joachim de Flore, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de Maître Écart, des correspondances occultes et des sympathies cosmiques. Troisièmement, en apportant de nombreux témoignages des contacts de Hegel avec la tradition hermétique tout au long de sa carrière intellectuelle, j'ai montré que ces parallélismes n'étaient pas dus au hasard. Alors, et l'exemple le plus frappant de ces emprunts est, comme je l'ai dit, la dialectique. Or, la dialectique, élément fondamental des systèmes de Hegel et de Marx, est d'origine kabbalistique. La Kabbale, le mot vient de l'hébreu Kabbalah, enseignement, doctrine, et la doctrine secrète de la synagogue. Et l'exposé le plus complet se trouve dans le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, composé vers 1280. Et cette œuvre traite essentiellement de la vie intérieure de la divinité, telle qu'elle est exprimée par les séphirotes de l'arbre de vie, qui sont les formes successives, d'après la Kabbale, excusez-moi, j'ai mes documents, par lesquels passe la substance unique, car la philosophie kabbalistique est un panthéisme dans lequel tout ce qui existe est esprit et tout ce qui est esprit est Dieu. Alors, il existe 10 ou 11 séphirotes selon qu'on accepte science date, introduit au XIIe siècle. Alors, il y a 3 sortes de séphirotes. Il y a les 3 supérieurs, Keter, Orma et Bina. Je ne m'y attarderai pas. Non. Je vous renvoie à l'ouvrage. Je ne parlerai que des autres. Après l'apparition hors du temps des 3 séphirotes fondamentaux, alors je demande aux auditeurs de s'armer de patience, mais ça vaut la peine. Pendant que vous les cherchez, professeur. La découverte de la dialectique. L'éclair de la manifestation passe par Da'at, science, en vue de former une autre triade constituée de 2 attributs opposés et d'une synthèse qui résout leur opposition. En d'autres termes, Da'at, science, est conçu comme le 3e terme unissant Okma, sagesse, et Bina, intelligence. De la même manière, Tiferet, beauté, est la synthèse de Gebura, force, et Chesed, grandeur ou amour. Tout comme Yesod, fondement, est le 3e terme unissant Hod, gloire, et Nézar, victoire. Malkut, royaume, est le seul élément hors système et il symbolise en fait la présence divine dans le monde, à savoir la Knesset Israël, la communauté d'Israël. Alors, on voit d'où vient la séquence thèse, antithèse, synthèse sur laquelle repose l'entier système de Hegel et Marx, et de Marx, bien sûr. Oui, puisque la référence philosophique de Marx, c'est Hegel. Oui, c'est aussi Spinoza. C'est-à-dire que avant Hegel, vous avez Spinoza, dont le concept de nature naturante est effectivement directement tiré de la Kabbale. Et c'est en fait un Dieu qui se crée lui-même et qui est lui-même la nature, qui est à la fois la substance et la nature, et qui l'évolution vers le progrès se produit à travers son corps, qui serait la nature. Voilà. Et c'est de là que naît le mythe du progrès. La filiation est absolument reconnue par l'histoire officielle, à la fois de Marx, évidemment, qui remonte jusqu'à Spinoza, et de Spinoza à la Kabbale. Spinoza étant lui-même l'héritier du grand philosophe kabbaliste du XIIe siècle, Maïmonide. Voilà. On est effectivement dans une source occulte de la philosophie marxiste. Voilà. Ça, c'est absolument certain, ésotérique. Et Hegel lui-même était franc-maçon, parce que on revient toujours sur les mêmes sujets, mais Hegel était un protestant franc-maçon. Voilà. Mais il est bon de savoir que, en fait, la Kabbale ne fut pas la seule source de Hegel. Il a été influencé aussi
part des mystiques allemands, et en particulier par l'un que vous citez dans vos livres. C'est Jacob Böhm, le fameux Jacob Böhm, dont je parle dans mon dernier livre. Oui, aussi, dans la mouvance kabbaliste. Alors pour Böhm, en effet, je cite, c'est savoureux. Dieu est un, mais en lui est générée une trinité de mondes. Le monde des ténèbres, le monde de la lumière et le monde fondamental ou premier, synthèse des deux autres. Alors à ces trois éléments fondamentaux viennent s'ajouter 7 esprits ou qualités divines qui correspondent aux 7 séphirotes secondaires de l'arbre de vie. À titre d'exemple, je mentionne les 3 premiers. Acide, en allemand herbe, doux, zus et amer, bitter, qui forment une triade conflictuelle dans la divinité. Acide est le refus de Dieu de se manifester. Doux, sa volonté de s'extérioriser. Amer, le compromis qui concilie acide et doux. L'être d'un être qui se donne librement et en même temps ne manifeste que quelques aspects lui-même. Pour Böhm, donc, la triade acide, doux, amer décrit la naissance du Dieu vivant. Eh bien, nous avons là encore une preuve du fait que Hegel a emprunté la dialectique à la Kabbale et à des penseurs influencés par la Kabbale. Alors, la référence est absolument officielle pour Hegel, c'est-à-dire Hegel lui-même dit qu'il tient son idéalisme de Böhm et non pas de Descartes. Voilà. C'est très important parce que Böhm est le plus important théosophe, donc il s'agit vraiment de doctrines tout à fait occultes et qui sont également Rose-Croix. On est toujours dans la même filiation. Et on peut remonter encore à plus loin, on peut remonter à la gnose. Parce qu'en fait, les premiers communistes, ce sont aussi des gnostiques. Dès le IIe siècle, vous avez un gnostique, je reviens toujours à la gnose aussi, qui est Carpocrate, qui vit à Alexandrie. Alors, ce sont les premiers à mettre tout en commun, de force évidemment, mais aussi les femmes. C'est une caractéristique qu'on va retrouver dans des sectes au temps féodaux, par exemple les fratricelles, qui sont proches des franciscains hérétiques, qui aussi transgressent toutes les lois du décalogue, comme tous les gnostiques, et qui mettent en pratique les femmes. Et je voudrais juste aussi citer une secte protestante, parce que dans les sources du communisme, il y a aussi cette secte, ce sont les fameux anabaptistes. Les prophètes, soi-disant prophètes de Zwickau, oui. Donc Munzer, qui est illuminé en Kabbale, et Storch, qui est un drapier, parce qu'il y a aussi toujours un aspect réaliste, si on peut dire. Les gens qui font la révolution, il faut qu'ils aient de l'argent. Je pense qu'on va en parler avant la fin de cette émission. Oui. Et un des anabaptistes, c'est Jean de Leyde, qui prend la ville de Münster, et il tue évidemment tous les hommes, et les protestants, la secte protestante se répartit les femmes. Et parmi ces femmes, il y en a une qui ne veut pas et qui veut rester fidèle à son mari. Eh bien, on trouve la solution immédiate, on lui coupe la tête devant toutes les autres. Donc, les monstruosités commises par des communistes ne datent pas uniquement de l'athéisme. Moi, j'insiste quand même beaucoup sur le fait le communisme moderne, parce qu'on se penche, ça, ce sont les sources anciennes, mais les anciens philosophes n'étaient pas athées, tandis que les modernes sont athées. C'est l'athéisme qui est responsable aussi de tous ces millions de morts du XXe siècle. Non, c'est important ce que vous dites, Alain Passel, oui. Parce qu'on entend souvent de la part de nos contemporains que les religions sont la cause de guerres, de très très nombreux morts. Il faut en finir avec les religions, source de malheur et de guerre. Or, on a tué beaucoup plus au nom de l'athéisme et de la lutte contre la religion qu'au nom des religions. Dans des proportions considérables. Ça n'a rien à voir, donc ça il faut toujours le rappeler. Et citer quand même le grand coupable de tout ça, c'est Descartes, que je critiquerai fortement dans mon prochain livre qui s'appellera Le siècle des Rose-Croix, car c'est lui l'ancêtre du matérialisme philosophique et c'est lui l'ancêtre de l'athéisme. C'est le premier reproche qu'a pu faire Blaise Pascal, le grand, à Descartes, c'est que la conclusion normale de sa philosophie serait l'athéisme, et dans l'athéisme, après, il y a le communisme. Oui. Ben, je conclurai en quelques secondes. Pour ma part, je dirais ceci. Moi, je trouve qu'il est piquant de constater qu'une philosophie athée comme le marxisme, en dernière analyse, plonge ses racines dans une religion. Et en fait, il ne s'agit pas d'un hasard. Ce lien entre communisme et Kabbale s'explique parce que la Kabbale a beaucoup emprunté au néoplatonisme. Oui.
Et dans le néoplatonisme, on retrouve le modèle collectiviste de la République de Platon. Alors, conclusion, pour moi, le marxisme est un exemple parfait d'idéologie. Je serais même tenté de dire d'idéologie parfaite. C'est-à-dire d'un ensemble d'idées influant sur le comportement individuel ou collectif. Par sa logique apparemment imparable, je dis apparemment, il séduisait les intellectuels. Par son programme politique, il séduisait les masses. Pour moi, c'est une invention vraiment diabolique. Et en fait, il a toujours eu pour but, comme les autres idéologies d'ailleurs, de faire accomplir par les profanes le programme politique des initiés. Et voilà, je voudrais juste en dire un mot, puis après on va oui, pardon. C'est que quand vous parlez de Kabbale, il faut bien savoir que c'est une compromission de l'ésotérisme juif. Donc c'est pas tout le judaïsme, c'est l'ésotérisme juif compromis avec des cultes cosmiques. J'insiste sur le mot cosmique parce que les cultes du cosmos sont venus avec la Renaissance. Et le communisme est une véritable religion du cosmos, ce qui a une incidence aussi politique, puisque le cosmopolitisme est l'application du culte du cosmos à la politique, et le mondialisme actuel est cosmopolite. C'est pour cela que les communistes sont intégrés dans le mondialisme, c'est qu'ils partagent une religion secrète qui est la gnose et qui est un culte du cosmos. Il y a 3 caractères que je peux donner très simplement. À partir du moment où c'est un athéisme, nous sommes dans le cadre d'un monisme métaphysique, c'est-à-dire l'être est un, donc il n'y a pas de Dieu créateur, donc négation d'un Dieu créateur. Deuxièmement, collectivisme, effectivement, l'individualisme de la Renaissance devait obligatoirement produire un collectivisme, parce que c'est pareil, lorsque l'on est dans un être un, il n'y a pas de source de la liberté, il n'y a pas d'incarnation. Il faut que les Occidentaux se rappellent qu'ils doivent leur liberté individuelle au christianisme. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a qu'un destin collectif, il n'y a aucune tradition autre que la chrétienne qui accorde à l'homme une liberté individuelle. 3e caractéristique des cultes du cosmos, et je conclurai là-dessus, le sacrificiel. Il ne faut pas oublier que dans les cultes de l'Antiquité, le sacrifice permettait la réconciliation des ennemis. Et le sacrifice se faisait sur le dos des innocents. On sacrifiait notamment les jeunes filles vierges pour que 2 tribus puissent se réconcilier. Or, le sacrificiel est revenu par la faute de la Renaissance, et la preuve que le monde moderne vit une crise sacrificielle, comme l'a si magnifiquement décrit René Girard il y a plus de 30 ans, c'est que nous avons assisté au XXe siècle au sacrifice de 150 millions d'innocents par les communistes. Culte du cosmos égale sacrifice. Et culte des sorcières. Je dis ça aussi pour les enfants qui risqueraient de fêter Halloween au 31 décembre. Parce que le culte du sorcière aussi, c'est lié à des sacrifices d'enfants. Bon, restons dans notre sujet, mais je voulais quand même dire ça. Pardon d'avoir été un peu long. Non, je vous en prie alors. Jean-Claude Lozachmer, merci beaucoup pour votre intervention. Les auditeurs de Radio Courtoisie pourront en retrouver la substance et des développements dans la postface que vous donnez. C'est ce que je leur souhaite. Voilà, au livre de l'abbé Auguste Onclair, qui est vraiment passionnant. Je redonnerai les détails à la fin de l'émission. Écoutez, merci beaucoup, professeur Lozachmer, et à bientôt. Bonsoir. À propos du livre de l'abbé Onclair, on en a évoqué certains aspects, mais nous n'avons pas pu faire le tour, et nous ne pourrons pas d'ailleurs, mais je voudrais quand même signaler qu'il y a quelques chapitres consacrés à l'idée fausse qui peut courir parfois, selon laquelle les premiers chrétiens ont adopté des formes de vie communistes. Alors, il étudie ça, il tord le cou à cette théorie, sur le plan des idées et aussi dans la pratique, et il relie plutôt ces phénomènes des premiers siècles aux gnostiques et aux néoplatoniciens. Bien sûr. C'est passionnant. D'ailleurs, l'abbé Onclair fait remonter le communisme jusqu'à Platon, pas seulement aux néoplatoniciens, mais aussi jusqu'à Platon lui-même. Dans le République de Platon, il y a une description d'un régime communiste. Je suis un petit peu moins d'accord avec notre ami Lozachmer sur l'utopie de Thomas More, parce qu'en fait, Thomas More, c'est presque un exercice de style, et vous savez qu'il ne voulait pas publier ce texte, qu'il avait appelé Nusquana, c'est-à-dire nulle part, et qu'en fait, c'est Erasme qu'il publie sans son accord. Bon. Et qu'ensuite, Thomas More est mort en saint de l'Église, et avec un courage exceptionnel. Évidemment. En bénissant son bourreau, parce que le bourreau de Thomas More tombe à ses genoux, et Thomas More le bénit et lui dit de faire son travail. Je trouve que c'est assez admirable. Pour en revenir rapidement sur Platon, l'abbé Onclair
rappelle que Platon développe une philosophie égalitariste. Il fait, pour lui, les maux de la cité, la discorde entre les hommes et donc le malheur des hommes, proviennent des inégalités. Et donc il développe une philosophie égalitariste qui mène au communisme. Oui, mais alors... Aristote, en revanche, lui, explique que les malheurs de l'homme viennent des passions déréglées et qu'il faut corriger, non pas par l'égalitarisme, mais par la vertu. Il y a une immense différence entre Platon et les philosophes modernes, c'est qu'entre les deux, il y a la révélation chrétienne. Donc Platon, lui, ignorait totalement la révélation du Christ, tandis que les philosophes modernes, eux, savent pertinemment qu'il y a eu une révélation. Ah, ils ont moins d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. La révélation n'a pas modifié la nature de la... Ah, pas du tout. Mais je veux dire, le philosophe lui-même, Platon, a une forme d'innocence parce qu'il ne lutte pas contre une vérité révélée. Certes. Il ne connaît pas la vérité révélée. Aristote n'en a que plus de mérite. Oui. Puisque lui non plus. Aristote montre bien l'importance d'une hiérarchie dans la société et il n'est pas du tout égalitariste. Tout à fait. Mais l'égalitarisme, encore une fois, on est en plein dedans. C'est un idéal communiste qui se répand, mais toujours plus en France, depuis la Révolution française. Et qui touche tous les niveaux, sociaux, économiques, moral, la théorie du genre, on est en plein dedans, encore une fois. Et bon, l'égalitarisme ne fait que susciter la jalousie. C'est une idéologie qui suscite la jalousie et donc la haine. Comment s'étonner que le communisme, finalement, ait abouti à autant de morts quand c'est une idéologie qui est fondée sur la haine et sur la jalousie? Au prétexte, évidemment, de rendre le monde meilleur. Mais je ne nie pas qu'il y ait eu des communistes sincères qui voulaient vraiment améliorer le monde. Mais le moteur reste l'égalitarisme, et donc la jalousie et la haine, et donc avec les conséquences horribles que l'on connaît. C'est aussi l'aboutissement de la philosophie de la Révolution. Donc nous vivons la fin de l'ère révolutionnaire, je le répète assez souvent. Le mondialisme est l'aboutissement de la table rase de notre civilisation occidentale et chrétienne. Donc nous sommes très concernés par des sujets qui peuvent sembler anciens ou difficiles, c'est de l'actualité totale. Oui, alors nous allons lire, si vous voulez bien, parce que l'heure tourne, vraiment c'est effrayant, quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Elisabeth, je vous laisse faire. Oui, alors nous avons beaucoup de questions là depuis une heure. Je vais vous les lire et puis les invités pourront y répondre. Alors, des remarques par rapport à tout ce qui a pu être dit. Alors, un auditeur nous dit « D'après mes souvenirs, les Cosaques sont responsables de l'échec de Napoléon Ier en Russie. Lénine aurait-il vengé l'empereur en massacrant les Cosaques ?» Non, pas du tout. Pas que les Cosaques d'ailleurs. C'est les femmes, enfants, la famine organisée en Ukraine. C'est un génocide. Vous connaissez un peu le sujet, frère Thierry. Autre message. Voilà. Vous parlez de 80 000 morts après la Seconde Guerre mondiale en France, ça serait plutôt 100 000 morts. Les résistants FFI ont aussi commis des crimes. Oui, mais c'est 80 000 que j'impute aux communistes. Oui. Il y a 100 000 morts au total, mais j'impute aux communistes. 100 000 morts, voilà, les autres ne sont pas imputés. Nous ne faisons pas d'excès dans les nombres. Absolument. Il faudrait multiplier par 3 donc les chiffres de Stéphane Courtois au minimum. Oui. 60 millions de victimes plutôt que 20 millions. Oui. 66 millions de morts en Union soviétique seulement, d'après Solzhenitsyn. Oui. Alors, en 1976, un numéro hors série d'Historia consacré au dossier noir du Parti communiste français présentait un certain nombre de dérives des communistes en France. Voilà. Jean-Paul II, par rapport à Saint Thomas More, à l'occasion du jubilé, en a fait le patron des hommes politiques, communistes ou pas. Ouais. Voilà. D'autres messages ? Que pensez-vous du nouveau président chinois ? On dit de lui que c'est le frère jumeau de Mao du point de vue idéologique. Bon, écoute, moi je ne connais pas bien le sujet. Oui, non. En tout cas, c'est intéressant de noter comme le marxisme a bien pris en Chine et dans des pays asiatiques. Oui. On peut peut-être aussi relier parler ça de Confucius, à un fond religieux et philosophique. Oui. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, il n'y a pas d'âme personnelle. Il n'y a pas d'âme personnelle. Donc ça favorise tout de suite l'idéologie collectiviste, avec le paradis sur Terre, puisqu'il n'y en a pas dans l'au-delà. Elisabeth. Alors, une petite rectification d'un auditeur à propos du Front populaire que nous avons évoqué en début d'émission. Les communistes ne participaient pas au gouvernement de Léon Blum. Les communistes lui apportaient un soutien sans participation, bien que faisant partie de la majorité. Merci de cette précision, cher auditeur. Voilà. Et puis 2 questions qui pourraient ouvrir une grande discussion. Vous oubliez de dire que le christianisme est une forme du judaïsme. C'est sa continuité.
Non, mais c'est ce que j'ai dit tout. Enfin, je l'ai pas dit, je l'ai dit dans d'autres émissions. Je distingue l'ésotérisme juif du judaïsme lui-même. Non, mais puis il faut distinguer judaïsme et judaïsme. Il y a le judaïsme ancien. Et après la nouvelle alliance. Le judaïsme moderne, fondé sur le Talmud. Enfin bon, c'est un autre sujet. Oui. À quand le procès du capitalisme qui a fait des millions de morts au XIXe siècle ? Travail des femmes, des enfants, urbanisation, et qui a déclenché la Première Guerre mondiale par le jeu de la finance et de la spéculation. Alors moi je voudrais Guerre mondiale qui a été accueillie avec beaucoup de bonheur par Lénine et c'est voilà, je voudrais enchaîner parce que justement je voulais qu'on parle du problème financier. Le capitalisme a financé le communisme. Alors là, ça va pas être mon sujet, ça va être beaucoup plus celui du frère Thierry et de Nicolas Tandler. Non mais il faut quand même refuser aussi cette dialectique. Mais Marx, pas parce qu'on critique le communisme qu'on est forcément un capitaliste. En plus, d'abord, j'aurais une remarque à faire. Le plus grand éloge du système capitaliste ou du système bourgeois, c'est sur la plume de Marx, où il montre que le bourgeois, par essence, est révolutionnaire. Ensuite, si on regarde l'alliance soit des cadets, donc avant les communistes, des mencheviks et des communistes, avec le capitalisme international, on trouve les mêmes lobbies qui avaient financé avant, pour des raisons très particulières, la guerre japonaise contre la Russie, alors que le Japon n'avait pas les moyens financiers. Et ce qui explique aussi peut-être, alors nous, on regarde le phénomène bolchevique comme des Français. Le Russe considère ça un peu comme un châtiment, comme une intervention étrangère. Et il faut bien se mettre à l'esprit que la société russe, avant la révolution, même de 1905, est partagée entre deux grands courants, le courant occidentaliste et slavophile. Que la pénétration des idées maçonniques, c'est le résultat des contacts avec la France, malheureusement. L'occupation des troupes russes à Paris, entre autres. Puis, disons, les contacts n'ont pas cessé, et ça provoquait en particulier le mouvement des cadets dans l'armée. Donc, il faut bien voir que pour le Russe, le communisme est à la fois un châtiment, parce qu'ils ont une conception un peu messianique et très particulière de la vocation de leur peuple, et en même temps comme une purification. Si on regarde par exemple certains romans d'avant la période révolutionnaire, mais qui prévoient, je pense par exemple à Couteau tiré, un très beau roman de Leskov, où on voit une petite secte de nihilistes d'athées qui pratiquent les crimes, mais par goût de l'absurde. Et les idéaux révolutionnaires ne sont qu'un justificatif pour les sauts de la galerie, comme dirait Balzac. Et un autre qui prévoyait la révolution et les châtiments purificateurs, un peu dans le style de Joseph de Maistre. C'est Saint-Jean de Constate, qui est un grand saint russe, qui était assez proche du tsar, et malheureusement son livre La réfutation de Tolstoï n'a jamais été publié intégralement en français. Mais je pense que vous avez quelques précisions à ajouter sur ces sujets-là. Nicolas Tandler. Oui, dire un petit mot. Alors là, nous avons été dans des considérations très intéressantes. J'ouvrirai vite une petite parenthèse. J'aurais aimé que le mot « lumière », au sens du XVIIIe siècle, soit cité, puisqu'il est à l'origine de la pensée de Marx. Marx a découvert, quand il était collégien lycéen, à Trèves, en Rhénanie, il a découvert l'existence de héros de l'Antiquité, tels que celui qui a volé le feu aux dieux, Prométhée, qui subit un châtiment avec l'aigle qui lui dévore le flanc, et il a décidé d'être toujours du côté de Prométhée et de personnages similaires. Et c'est à partir de là qu'il va développer l'idée moderne du communisme qui existait depuis bien longtemps. Il a ici été rappelé les anabaptistes qui ont été pas mal dans le genre, et qui sont également ceux de terreau allemand.
Je le précise par rapport à Karl Marx. Bon. Alors donc, il a travaillé avec Engels, l'industriel, qui exploitait ses ouvriers, mais ça, personne n'en parle, pour pouvoir financer Marx. Oui, il a une vie schizophrénique, hein. Oui. Une famille riche. Et donc, ces deux-là se sont très bien entendus, et c'est surtout grâce à Engels, parce que Marx n'avait pas les pieds sur terre, que nous en arrivons au communisme moderne. Et que ce communisme moderne, eh bien, nous le trouvons incarné à notre époque par un certain Lénine. Bon, Lénine a aujourd'hui les honneurs d'un journal communiste, un quotidien financé par les contribuables, l'Humanité, avec une magnifique photo. Et on apprend, 100 ans après la Révolution d'octobre, un proscrit nommé Lénine. Alors, léger détail, jamais Lénine n'a été un proscrit. Quand il vivait en France, il était parti librement pour séjourner dans notre pays, où il était célèbre par ses expéditions touristiques, essentiellement. Bon, quand il était en Suisse, c'était un touriste d'une autre nature, et ainsi de suite, ou quand il circulait en train en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, c'était encore un tourisme d'un genre particulier. Jamais il n'a été un proscrit véritable. Premier mensonge, écrit en lettres très visibles, et autre mensonge, Lénine n'a strictement rien à voir avec un certain Staline, mais alors ce qui s'appelle rien. Alors j'ai quand même le souvenir que du temps des parce que là j'en arrive à quelque chose de très concret, les expropriations, les actes de banditisme fournissant aux groupuscules puis partis de Lénine qu'on a appelés les bolcheviks, les majoritaires de la social-démocratie allemande, contre les minoritaires qui étaient une autre variété de socialistes, tout aussi d'ailleurs néfastes dans leur genre, mais un autre genre quand même. Eh bien, que découvrons-nous? Les expropriations étaient organisées dans une certaine région de Russie, du côté du Caucase, de l'Empire des Tsars, par un certain Joseph Djougashvili, plus connu sous le nom de l'homme d'acier, Staline. Et Lénine ne tarissait pas d'éloges sur le merveilleux Géorgien qu'était Joseph Staline. Il ne tarissait pas d'éloges sur lui, alors que beaucoup d'autres bolcheviks trouvaient que le Staline en question était un drôle de rustre, un peu inquiétant, au regard bizarre, et se demandaient si c'était pas un tueur dans l'âme. Ce qui s'est trouvé vérifié dans les années 30 par la suite. Mais ceci est une autre histoire. Donc, alors, au fait, comment vivait Lénine? Puisque là, on rentre dans le concret et qu'on nous le présente comme une espèce de saint laïque, si j'ose associer deux mots qui ne devraient rien avoir. Bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait, Lénine? Eh bien, il a fait systématiquement de la captation d'héritage. Des fils de famille ou des filles de famille ou des épouses étaient gagnés aux idées bolcheviques, aux idées révolutionnaires, venaient à mourir. Et puis, il y avait l'héritage. Et là, il y avait testament ou il n'y avait pas testament, mais grâce à Lénine et ses amis, brusquement, on découvrait des testaments bizarres, etc. Or, chose curieuse, à chaque fois que les héritiers légitimes sont allés en justice contre Lénine, la justice du tsar lui donnait raison. Chose étonnante. La police n'y voyait aucun inconvénient, parce que la police politique s'appelait l'Okhrana. Aujourd'hui, ça s'appelle en France la DCRI. Bon, c'est les ex-renseignements généraux. Là, c'était l'Okhrana. Eh bien, l'Okhrana avait ses espions et ses agents provocateurs au sein du parti bolchevique. Bon, ce qui en était infesté. L'exemple le plus curieux, c'est Azef. Oui, qui était à la fois haut gradé de l'Okhrana et en même temps chef révolutionnaire. Qui ça, le même Azef. Et donc, il fallait que le parti bolchevique, dirigé par Lénine, Ulyanov, dit Lénine, qui attaquait systématiquement toutes les autres formations réputées révolutionnaires, les traînait dans la boue, les accusait d'agents des capitalistes ou de la police, etc. Il fallait que le parti bolchevique existe par tous les moyens. On lui procurait de l'argent, on l'aidait dans les captations d'héritage, comme l'affaire Nicolas Schmitt, comme l'affaire Prada, etc., et beaucoup d'autres. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu
les fameuses expropriations avec de nombreux morts, puisque sous les ordres de Staline qui restait dans l'ombre, à Tiflis ou ailleurs, on attaquait des convois de la Banque d'État de l'État russe, on tuait des gendarmes et on volait des millions. Bon, et après, ceci passait en Occident et Lénine était entretenu dans son opulence en Europe occidentale, alors qu'il n'en avait pas vraiment besoin, car il était d'une famille riche, comme on le verra lorsqu'il aura l'héritage de sa mère en 1918, alors qu'il attendait le moment de surgir au printemps de cette année-là. Il touchera également, d'une manière surprenante, par l'Empire d'Autriche-Hongrie, à la déclaration de guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Russie du Tsar, eh bien, il touchera de très fortes sommes de sa sœur, qui aurait dû être confisquée normalement. Lénine aurait dû être mis dans un camp de concentration comme sujet ennemi. Trotsky également, qui séjournait également à Vienne, capitale de l'Autriche à cette époque-là. Eh bien non, ils sont libres de partir librement. Le gouvernement de l'Autriche-Hongrie n'y voit aucun inconvénient. Le ministre de l'Intérieur de l'empereur François-Joseph est intervenu en personne pour les laisser partir, qui en Suisse, qui là où il veut, jusque les États-Unis d'Amérique, pour Trotsky. C'est intéressant. Donc nous découvrons la captation d'héritage, nous découvrons les expropriations, nous découvrons la fausse monnaie à grande échelle. D'ailleurs, la Sûreté nationale française se distinguera dans la lutte contre les faux monnayeurs bolcheviques. Elle enverra plusieurs futurs ministres de Lénine et Staline en prison. Merci aux policiers français de cette époque-là. Voilà. Et puis, on nous casse les pieds avec la vie spartiate de Lénine, rappelé ici sous la forme un proscrit. Non mais Lénine, il ne faut pas se moquer du monde. À Paris, il a très bien vécu, il était tout le temps en train de faire du tourisme, du vélo, etc., tout en n'oubliant pas de préparer sa future révolution. Mais Trotsky aussi était très riche. Oui, attendez, finissons-en avec je n'en prie. Lénine d'ailleurs qui n'oubliait pas de passer du bon temps, entre guillemets. Il était extrêmement... il était très dépravé, d'ailleurs. Il avait la syphilis, et on dit que ça a pu précipiter sa maladie, sa mort. Il avait d'ailleurs une politique ouvertement laxiste en matière de mœurs. Il a proclamé le principe de la liberté sexuelle, il a dépénalisé l'homosexualité, il a légalisé l'avortement... il entretenait une maîtresse au domicile conjugal en Suisse, la fameuse Inessa Armand, une Française. Mais vous avez bien fait d'évoquer un peu son fanatisme son fanatisme politique qui effrayait même ses camarades. En avril 1917, il apostrophait avec une vive irritation Zinoviev, qu'il jugeait trop modéré. Dès 1914, il prophétisait « Pas de révolution sans bain de sang. Nous ne faisons pas la guerre contre les personnes en particulier, nous exterminerons la bourgeoisie comme classe. » Les choses étaient très claires, et son fanatisme ancien est connu. Il est passé à l'acte. Voilà. Et moi, je voudrais que vous nous renseigniez sur la finance, parce que c'est très important. Ils ont eu des fonds. Il nous reste quelques minutes, malheureusement. Finissons-en sur Lénine. Il faudra évoquer les autres figures importantes dans une prochaine émission, Nicolas Tandler, parce que c'est très intéressant et vous avez beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, on manque de temps ce soir. Il faut quand même évoquer la sépulture étonnante, le mausolée de Lénine, pour revenir un peu vers les aspects ésotériques. Et d'ailleurs, une question d'auditeur là-dessus, c'est ça ? Oui. Son corps embaumé, momifié, ça rappelle évidemment les pratiques égyptiennes. Le mausolée dans lequel sa dépouille repose à la forme, vous pouvez le voir facilement sur Internet, à la forme d'une pyramide tronquée, Alain Pascal. Je l'ai vu, moi. Et puis, il y a un curieux rite autour de son corps momifié. Quand on se rend sur place, il faut tourner autour dans un certain sens et surtout pas dans l'autre. Enfin bon, c'est très curieux. Tout comme quelqu'un nous parle de ça, de l'étoile rouge utilisée par les communistes qui évoque évidemment le pentacle, lui-même utilisé depuis longtemps dans les milieux occultistes. Bon, il faudra revenir là-dessus. Quelqu'un a évoqué un peu le rôle de la banque, et c'est vrai que c'est très important, c'est très méconnu. Alors, il y a 2 livres qui évoquent ça très bien. Il y a celui de Victor Loupan, qui s'intitule « Une histoire secrète de la révolution russe ». Et puis, il y en a un autre d'Anthony Sutton, Wall Street et la révolution bolchevique. Voilà.
Victor Loupan, un petit mot pour finir là-dessus. Victor Loupan, parce que c'est vrai que c'est très important, évoque particulièrement dans son livre le rôle de Jacob Schiff, qui était une figure de proue de Wall Street, et qui a été l'un des grands financiers de la lutte contre la Russie tsariste. Il considérait le tsar et le tsarisme comme ennemis de l'humanité depuis qu'il avait promulgué des lois antisémites. Et il était le représentant de la banque Kuhn et Loeb en Allemagne. Donc et Trotsky lui-même est allé chercher des fonds à New York. Il ne faut pas oublier que la révolution... Ce banquier prêtait de l'argent à la France ou à l'Allemagne ou à d'autres pays, il y avait toujours une clause pour que ça ne profite pas, même d'une manière indirecte, à la Russie impériale. Toujours. Oui, il y avait une haine. Et ceux qui avaient financé en particulier la guerre russo-japonaise, qui aura des conséquences très graves. Il y a un auditeur, je vais quand même l'évoquer avant de finir l'émission, qui demande avec insistance d'évoquer le rôle des Juifs dans la révolution bolchevique. Bon, brièvement, c'est vrai que les Juifs ont été nombreux à s'engager dans la révolution bolchevique. Tout petit détail, la plupart des Juifs qui ont été brimés par l'Empire tsariste étaient en fait des Polonais. Bon, d'accord. En tout cas, ce qui est vrai, Vladimir Poutine le disait lui-même face caméra en 2013, que 80 à 85% des membres du premier gouvernement de l'Union soviétique étaient juifs. Oui, et des commissaires du peuple, les Trotsky, Lénine, les demi. C'est vrai que la plupart du temps, des juifs anti-juifs, il ne faut pas l'oublier, anti-religieux. Des juifs athées. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le noter. Et ça peut peut-être expliquer par une forme de messianisme, même chez les juifs athées. Il y a toujours eu cette tendance dans le judaïsme, même dans le judaïsme ancien, même du temps du Christ, cette tendance messianique, pour un messianisme temporel. D'ailleurs, c'est des sentiments qu'on prête parfois à Judas Iscariote, et ce qui expliquerait sa déception. Il attendait que le Christ restaure un royaume temporel. Il y a un fond messianique, mais qu'on peut retrouver ailleurs aussi, qui explique peut-être la propension. J'en parlais avec un journaliste juif célèbre, que je ne vais pas citer, et qui me disait ça aussi. Ça explique peut-être la proportion de beaucoup de juifs, même athées, à s'engager dans la révolution bolchevique. Je pense que beaucoup l'ont regretté ensuite. Enfin bon, il ne nous reste que quelques minutes pour terminer cette émission. Il y avait un autre message d'auditeur. Oui, alors une auditrice demandait, à votre avis, pourquoi est-ce que Poutine conserve-t-il Lénine embaumé dans son mausolée ? Vous avez dit que c'est une partie de l'histoire russe. C'est très compliqué. Il y a plusieurs lectures possibles. Près du micro, frère Thierry. Il y a plusieurs lectures possibles. On pourrait comparer à un personnage que je n'apprécie pas beaucoup, Napoléon. Ouais. Poutine a un côté un peu napoléonien. Il veut prendre toutes les histoires russes. Mais il faut voir que malgré tout, la Sainte Russie, à travers les ruines du communisme, est en train de revivre. Bon. On a parlé c'est un des miracles de l'histoire, c'est que la vérité finit toujours par triompher et que les pires des dictatures finissent par chuter, même si c'est un peu organisé pour qu'ils puissent rester dans le mondialisme en ce qui concerne le communisme. Mais donc toute dictature se terminera, y compris les dictatures intellectuelles. Alors vous avez une vision négative de la notion de dictature, Alain Pascal. Ce qui est dommage qu'on n'a pas parlé suffisamment pas confondre avec tyrannie. De l'Autrichien c'est pas la même chose. Adler, qui a beaucoup formé Trotsky et Lénine. Et deux notions qu'ils ont prises chez lui, la révolution permanente et la République universelle, qui est une forme de mondialisme. Oui, bien sûr. Il faudra revenir là-dessus. On a parlé de l'engouement de nombreux juifs pour la révolution bolchevique à l'époque. On peut aussi évoquer des chrétiens de gauche, qui en France en tout cas font preuve d'une complaisance extrême et lamentable. Là aussi, du côté français, on peut aussi trouver des liens. C'est Chesterton, le grand Chesterton, qui disait que le monde moderne est plein de vérités chrétiennes devenues folles. Voilà. Mais je ne sais pas si vous connaissez Pascal. Oui. Le Pascal qui est français, qui était en Russie, chrétien, pratiquant et bolchevique. Et après, anticommuniste. Personnage étonnant. Il y a d'autres chrétiens. Pour les Russes, moi j'avais juste à dire d'un mot, Nicolas Berdaïev, qui avait écrit un livre admirable qui s'appelait Les sources et le sens du communisme russe, qui avait participé à la révolution et qui a tout de suite compris les déviations et qui a abandonné la révolution. C'est un auteur très intéressant des années 1920. C'est en livre de poche, on peut le trouver très facilement.
Bon, il nous reste une minute. Oui, mais moi je voudrais juste simplement d'un seul mot avant que vous disiez, plus jamais ça, que nous ne vivions plus jamais ça, qu'on sache la vérité sur le communisme pour que plus jamais l'humanité ne vive ça. Dieu vous entende. Bon. Frère Thierry et Nicolas Tandler, merci d'être venus. Il faudra revenir, parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses à dire, et vous avez encore beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Deux petits rappels, donc. Le livre de l'abbé Auguste Onclair, qui est un livre essentiel, qui est réédité aux éditions des Cimes. Il paraît le 15 novembre. Voilà, il est déjà en précommande sur Internet. Vous pouvez le demander à votre libraire. Ça s'appelle donc Le communisme dans l'histoire, avec une postface copieuse du professeur Lozac-Meur. 300 pages environ, 19 €. Je mettrai sur mon site thibautdechassé.com une petite bibliographie. Je voulais que nous l'abordions. Nous n'avons pas eu le temps, ce sera pour une prochaine fois, mais je mettrai sur mon site une petite bibliographie en rappelant les livres des différents intervenants de ce soir et puis des livres importants sur la question du communisme et de la révolution bolchevique. Et, frère Thierry, malheureusement, on n'a plus du tout le temps. J'ai évoqué 2-3 livres importants. Il faudra aussi parler du livre de Richard Wurmbrand, Karl Marx et Satan. Alors là, on rentre franchement dans le satanisme et c'est un petit livre très intéressant. Voilà. Je rappelle aussi la parution des actes du colloque sur la franc-maçonnerie, intitulé Le vrai visage de la franc-maçonnerie, disponible pour 8 €. Vous trouvez ça auprès de la revue L'Héritage. Vous tapez L'Héritage sur votre moteur de recherche. Merci à tous, et puis on se retrouve dans 4 semaines.